Ok, bonsoir à tous. Alors, c'est le meilleur pour la fin, en tout cas selon moi, toujours. Donc là, on va pas avoir une, mais trois speakers hein, pour l'heure qui vient. Donc, c'est exceptionnel. Et on commence avec Guillaume Copin, hein, qui est PDG. Alors, il y a deux choses que j'adore, moi, avec ce dont on va parler là au début. C'est d'abord, ça se dit Xos. C'est ça, Xos. Je trouve que c'est puissant. Et l'autre chose que j'aime beaucoup chez vous, Xos, c'est qu'on dit que ce qui compte, c'est l'imbrication du sur-mesure et du sur-étagère. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est comment est-ce qu'on les imbrique ensemble. Moi, je trouve ça génial. Donc, Guillaume va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Et puis, après, à 17h, à 18h ou à 17h, non, à 18h, on aura Sandrine Bélier et Gwendael Exartier de SBT Human Matter. Et ce que j'adore avec SBT, bah, c'est Human Plan is the new business plan. Human Plan is the new business plan. Je trouve que c'est génial. Donc rien que pour ça, ça mérite de rester. C'est parti, Guillaume, quand tu veux. Merci Artus. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi ce soir, je vais vous parler de quoi ce soir? Cette fin d'après-midi, je vais vous parler de la neuropédagogie. Quand j'étais petit, je me demandais quelles seraient les innovations dans le domaine de la formation. Et quand j'étais étudiant, fin des années 90, je m'intéressais à tout ce qui était technologie. Et à ce moment-là, pour moi, le futur, c'était ça. Ah, on n'a plus le son. Donc, Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. ça, c'est du micro-learning. 60 secondes, j'apprends à piloter un hélicoptère. Ça, pour moi, c'était le futur. C'était il y a 20 ans. On n'y est pas encore complètement. Mais il y a des choses qui nous en rapprochent. Je vous ai fait un slide. Je vous ai mis les... On va dire sur ce salon, vous allez retrouver beaucoup de technologies au service de la pédagogie. Je vous ai fait un slide par rapport à des degrés de maturité. C'est une appréciation pour qu'on partage le même discours. On a le e-learning, 20 ans d'existence, en tout cas sur le marché français. On y a rajouté des termes, MOOC, SPOC et d'autres. On a les serious games, les learning games qui ont suivi la mode dans les années 2005 à 2010. On a eu le mobile learning qui a eu un super essor depuis 7 ans, on va dire, sur la France. On a le social learning qui est en train de prendre un vrai essor après 10 ans à avoir hésité un petit peu à se déployer dans les entreprises. On a les micro-learning qui sont en train de se diffuser beaucoup sur le marché. On a des plateformes de coaching en ligne également qui viennent intervenir aussi pour renforcer les contenus au niveau des formations. On a les classes virtuelles qui n'arrivent pas vraiment à décoller dans notre pays alors qu'il y a eu des beaux succès à l'international sur d'autres éléments. On a l'apprentissage adaptatif dont on commence à parler. On a l'analyse comportementale, les nudges. Il y avait quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans cette salle. On a la réalité virtuelle. Depuis 2-3 ans en France, on a un essor et il y a beaucoup de demandes. C'est en train de prendre de l'ampleur. Et demain, est-ce qu'on aura l'enseignement par une intelligence artificielle? Peut-être. Est-ce qu'on aura de la réalité augmentée? Sûrement. Il y a beaucoup de choses d'un point de vue technologique. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de faire un véritable bond au niveau du digital learning et au niveau du learning? Salle muette. Dure question? L'adaptative? La data? La data? Les neurosciences? Oh, super! Je partage le point de vue. Pour moi, c'est une conviction depuis plusieurs années. Il y a plein de technologies, c'est super, c'est hyper intéressant. Là où pour moi on a eu les plus grandes avancées ces dernières années, ces 20, 30, 40 dernières années, c'est sur les neurosciences. On va parler globalement de sciences cognitives. Je vous ai mis un graphe qui n'est pas de moi. Vous reconnaîtrez probablement Homer.
on va dire sans neurosciences ou avec neurosciences. Plus globalement, dans l'univers des sciences cognitives, on va avoir plein de disciplines qui sont un peu des fois vues de manière très académique. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces éléments-là, on va faire des bonds. En 20 ans, nos connaissances sur le cerveau ont été multipliées par 9. Et on n'en est pas qu'au début, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir sur ce qui est à l'intérieur de notre crâne et la manière dont le cerveau des apprenants notamment fonctionne. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Ça m'amène à un domaine qui s'appelle la neuropédagogie, dont je suis dada, c'est mon petit sujet. C'est le domaine qui s'intéresse à la manière dont l'apprentissage de l'être humain, et moi en l'occurrence des adultes, peut être amélioré au niveau des contenus. Je m'appelle Guillaume Copin, je suis fondateur et directeur de la société Xos. Xos, en 5 points, pour ne pas saturer votre mémoire à court terme, c'est 30 salariés. La neuropédagogie qui est dans l'ADN de la société depuis que je l'ai créée il y a maintenant 7 ans. On est spécialiste dans la création de contenus. On crée des contenus sur mesure dans toutes les gammes que vous avez vues juste avant. Peut-être pas l'intelligence, la formation par IA, on n'y est pas encore, mais sur les autres gammes, on intervient auprès de nos clients. On a un concept avec 5 briques qui nous permettent de produire rapidement. Et on est éditeur de contenu, on a 800 cours sur étagère. Ça, c'était la page publicitaire, si vous voulez en savoir plus. C'est le stand C12, Canard 12 mois de l'année, qui est vers l'entrée, avec des personnes qui ont un polo rose, comme ce jeune homme, ici présent. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 23 minutes et 14 secondes? On va faire 2 expériences, et je vais partager avec vous un cas pratique, pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on l'intègre dans les neurosciences. La première expérience me vient d'une connaissance américaine qui s'appelle ArtCon. Art, c'est un chercheur scientifique, c'est aussi un entrepreneur, c'est un conférencier, c'est aujourd'hui le conseiller de Google dans leur stratégie formation au niveau digital. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer. Je ne vais pas vous faire jouer l'expérience pour des raisons de timing, je vais vous expliquer en quoi consiste l'expérience. L'expérience est la suivante. Si je vous fais tous fermer les yeux et je vous donne des mots, les mots vont être les suivantes. Je vais les faire très rapidement. Ampoule, plume, éblouissement, lumineux, calories, nuit, ombre, lourd, jour, interrupteur, mince, régime, tonnerre, fluorescent, coton. Et si je vous fais cet exercice-là pendant à peu près 1 minute et que je vous demandais à vous quels sont ceux que vous avez retenus, le résultat à peu près dans la salle serait le suivant. Par rapport à la position des mots et par rapport au pourcentage de rétention, on aurait ce graphe-là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si je suis scientifique, ce que je ne suis pas, qu'est-ce que je peux voir par rapport à ce graphe? Oui, ça veut dire qu'on peut en déduire qu'on a peut-être un modèle. On voit que les personnes ont plus retenu les mots qui étaient prononcés au début et ceux qui étaient prononcés à la fin. Si on regarde de manière plus détaillée, en fait, et là je suis désolé, c'est un graphe qui est en anglais, je vous donne un stimulus. Je passe sur un stimulus auditif, je vous donne des mots. Tadam, tadam, tadam. Notre mémoire est organisée, pour simplifier, en 3 mémoires. Mémoire sensorielle, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Donc on va avoir la short term memory, mémoire à court terme qui va être au milieu, et puis la long term memory qui va être la mémoire à long terme qui va être sur la droite. Et en fait, je vais vous donner des mots. Normalement, tous, à peu près 95%, vous allez utiliser une technique de répétition. Vous allez vous les répéter pour essayer de mieux les mémoriser. Et puis, je vais vous donner des mots. Et notre mémoire à court terme, elle a une durée. Elle est limitée. Et au bout d'un moment, les mots ils vont sortir et puis ils vont reboucler. Vous allez vous les répéter à nouveau. Et puis là, il va se passer 2 choses. Soit ils sont oubliés, soit vous les remettez dans une boucle. Qu'est-ce qui fait qu'on retient plus les mots qui sont au début? Pour une seule raison, ce sont ceux qui ont fait le plus de boucles au niveau de votre mémoire à court terme. Pourquoi on retient mieux les mots à la fin? Pour une autre raison, ils sont encore dans votre mémoire à court terme. Ce type d'expérience nous permet de faire une chose, ça nous permet de démontrer, ça a permis, pas nous parce que je ne vais pas m'inclure, ça a permis aux scientifiques de mesurer la capacité de notre mémoire à court terme. S'il y a un truc que vous devez retenir de mon intervention, au-delà du stand qui se trouve en Canard 12, C12, c'est la durée de notre mémoire à court terme. On va parler de l'empant mnésique, si vous voulez briller en société.
L'ampant, c'est ce qui va représenter notre capacité de mémoire de travail. Notre cerveau est une machine incroyable. La seule contrainte que l'on a au niveau de notre cerveau, c'est cette mémoire à court terme. Cette mémoire à court terme, elle est limitée. Et moi qui suis, on va dire, dans le domaine de la formation, mon enjeu, c'est de passer des informations pour les transformer en connaissances, savoir, savoir-être, savoir-faire, et d'amener ça dans la mémoire à long terme de mes apprenants. Et pour faire ça, je dois passer par la mémoire sensorielle. Là, jusque-là, ça va à peu près. Et je dois passer par la mémoire à court terme. Et pour passer dans la mémoire à court terme, j'ai intérêt à utiliser certaines techniques. Sinon, ce que je vais déverser dans la mémoire à court terme va fuir et n'ira jamais dans la mémoire à long terme. Donc là, il y a des enjeux qui sont clés par rapport à ça. Et, alors pour la mémoire sur l'empant mnésique, vous avez probablement entendu parler du chiffre magique 7. À une époque, on disait pour qu'un message publicitaire soit efficace, il faut qu'il y ait 7 informations maximum. Ça venait d'un monsieur qui s'appelle Miller, qui avait fait ces études-là dans les années 70. Il s'est avéré que depuis, il y a eu d'autres études scientifiques qui ont complété cette étude-là. Il y a un monsieur qui s'appelle Cowan, qui a fait des études plus récemment, en début des années 2000, vers 2004, je crois, où là, en fait, ce qu'il a démontré, c'est que la capacité de notre mémoire à court terme, c'est 4 plus ou moins un item. Si je suis un adulte, si je suis un enfant, c'est 3. Et donc, ça veut dire pour un adulte, si vous voulez permettre à une personne de retenir plus facilement, il faut limiter l'information que vous lui donnez à 4 plus ou moins un item. Et là, ça va être variable en fonction des individus, indépendamment de tout à fait âge, sexe, etc. On a ensuite des scientifiques qui se sont penchés sur l'impact du cerveau par rapport aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qu'ils ont démontré ? Aujourd'hui, on a un vrai problème d'infobésité. Depuis 10 ans, le nombre d'informations que vous recevez dans vos boîtes mail a multiplié par 10. Ce chiffre continue à augmenter et ça ne va pas aller en décélérant. J'ai 2 conseils à vous donner. D'un point de vue pédagogique, c'est limiter les informations à 4 items pour faciliter la mémoire à court terme de vos apprenants. Et le second, c'est de limiter la pollution sensorielle. Enlevez, s'il vous plaît, tout le superflu. Et s'il vous plaît, si vous êtes dans le domaine de la formation, votre métier n'est pas de promouvoir la super charte PowerPoint imaginée par vos super départements communication interne, dont j'ai aucun doute sur les compétences. Par contre, d'un point de vue formation mémoire à court terme, le meilleur modèle de slide, il est vierge, il est blanc, ou en tout cas, il est certainement pas avec des gros bandeaux, des copyrights et des éléments qui viennent alourdir l'espace pour l'apprenant. Alors, on va faire une expérience. J'ai besoin de quelqu'un au premier rang. Je t'emprunte ton micro. Qui veut bien participer. Alors, j'ai demandé à tout le reste. Vous appelez ? Patrick. Enchanté Patrick, merci beaucoup. Patrick, vous pouvez rester assis. Okay. Je vais vous demander à tous de fermer les yeux. Et Patrick va nous lire un texte qui va s'afficher à l'écran, que lui seul va pouvoir voir. Et Patrick, je vais vous demander de lire le texte de manière à ce que ce soit le plus compréhensible possible pour les personnes qui sont là. Vous êtes prêts ? Le texte est le suivant. C'est celui qui arrive en dessous. C'est maintenant. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des quelque chose dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. Le reste peut être dans un désordre total et vous pouvez toujours lire sans problème. Merci Patrick. Vous pouvez ouvrir les yeux. Voici le texte que Patrick vient de lire. C'était à peu près fluide. Ça allait, Patrick ? Il y en a un... À part lettres. Ah, lettres, oui, merci. Mais effectivement, selon cette université, on vient de faire un test. On peut le lire. On va continuer l'expérience. Vous allez refermer les yeux. Patrick, si vous voulez bien, je vais vous faire afficher un second texte. Vous pouvez fermer les yeux, second texte. Et un indice, ça commence par les. Les pions que... Je bug un peu. Sont... Alors Patrick, merci beaucoup. Oui. Je ne vais pas vous torturer. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et je ne vais pas torturer vos cerveaux. Je vais vous mettre la traduction qui est juste en dessous.
Là, ça respectait la même règle. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi à une étude scientifique. L'université de Cambridge n'a jamais dit ce qui était affiché en face. Avant, c'était un hoax. Mais j'aurais pu facilement vous faire croire que, en ayant juste la première et la dernière lettre, on pouvait le lire facilement. Merci beaucoup, Patrick. Je te rends ton micro. Merci. Mais en fait, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des scientifiques, c'est qu'on ne lit pas de cette manière-là. Comment est-ce qu'on lit ? On lit grâce à cette petite chose qui est à l'arrière de notre cerveau qui s'appelle la fovea. Et la fovea, c'est ce qui vous permet de lire. Moi, j'ai une fille, Inès, qui est en CP. Février, CP, ça y est, ça commence à aller mieux par rapport au début de l'année. Mais elle, quand elle est en train de lire, si elle lit le mot papille, elle va aller décrypter chacune des lettres et des syllabes pour essayer de faire pas, pi, puis ça va être un peu plus fluide au fur et à mesure de l'année. Nous, quand on lit pas comme ça. On lit plus comme ça, et heureusement, sinon on lirait pas plus de 2 pages par soir. Comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, grâce à la fovea, on va aller regarder un mot. Par exemple, si je regarde le mot optique, moi, ce que je vais faire, je vais aller, moi, pas que moi, hein, on a tous les mêmes pouvoirs, on va aller regarder au centre du mot, ce qui est formé par le T, le I, le Q. On ne va pas regarder le T, le I et le Q. Ce que notre cerveau va faire grâce à la fovea, c'est qu'il va regarder la forme géométrique. Et ensuite, il va aller chercher dans notre mémoire à long terme, dans notre mémoire sémantique, et ça va me remonter tous les mots qui ont cette forme géométrique au milieu. Et c'est comme ça, avec un principe de cohérence, qu'on va pouvoir lire. Du coup, une fois qu'on a ces informations-là scientifiquement, si je vous dis, les chercheurs ont identifié 5 types de savoir. Si je veux vous former sur ce sujet-là, je pourrais afficher de manière magistrale 6 manières différentes. Je pourrais vous dire, on pourrait l'afficher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'après vous, quel est l'exemple, par rapport à ce que je viens de vous dire, qui est le plus efficace pour votre cerveau? Si c'est A, B, C, D, E, F. E, exactement. C'est celui-là qui va être le plus efficace. Et si je vais plus loin, par rapport à ce qu'on sait de notre cerveau adore les formes géométriques simples. Il en raffole. Contrairement à ce que fait le magicien envoie votre attention à un endroit. Moi, ce qui m'intéresse d'un point de vue pédagogique, c'est d'envoyer au bon endroit l'apprenant de manière à capter son attention sur ce qui va être primordial. Si je voulais vous former sur ce sujet, je pourrais vous dire il y a 5 types de savoir, les faits, les procédures, et au moment où je dis ça, normalement, votre cerveau, il est ici et il attend ce qui doit arriver là. Et ce sont des techniques qu'on va utiliser au niveau des neurosciences pour facilement afficher des éléments plutôt que de mettre une liste à puces. Donc c'est pour vous donner quelques conseils sur ces aspects-là. Donc si j'avais 3 conseils d'un point de vue pratique dans vos contenus de formation, c'est d'organiser les informations dans vos contenus présentiels, mais aussi e-learning. C'est de favoriser les visuels et de solliciter les 5 sens. J'ai pas eu le temps de préciser pourquoi, mais il y a eu des études sur ces sujets-là. Et il y a plein de sens qu'on peut utiliser en formation. Chocolat noir notamment, et odeur de vanille, si vous vous posez la question au niveau du goût et de l'odorat. Concrètement, je voulais vous montrer des 4 éléments sur lesquels on les utilise dans nos contenus e-learning pour améliorer les contenus de formation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'impact au niveau du cerveau du non-verbal est important. Je vous ai mis une étude, elle est un peu controversée, donc je ne détaillerai pas les chiffres, elle est assez connue, mais la probité scientifique de cette étude-là n'est pas complètement avérée. Ce qu'on sait aujourd'hui dans le domaine du e-learning, c'est que pendant, on va dire, de 2000 à 2010-2012, on avait beaucoup de mascottes dans les contenus de formation. Ils sont en train de disparaître plus ou moins au profit de vidéos d'experts qui viennent apporter du non-verbal par rapport au contenu qu'on a plus difficilement, ou en tout cas pour des raisons plus coûteuses dans les contenus avec des avatars. Tournage en plan américain avec du fond vert de manière à limiter la pollution sensorielle. On sait également qu'il faut un quart de seconde pour lire un symbole visuel et y rattacher du sens. Ça, c'est une étude de la sécurité routière. Dans le même intervalle de temps, si la sécurité routière nous avait mis « attention, chaussée glissante », notre cerveau décrypterait qu'un seul mot. On a un enjeu au niveau pédagogique, ce que je vous mettais avant, à utiliser les visuels. Dans des cours e-learning, on va aller renforcer le discours d'un expert avec des pictogrammes. Pas nécessairement des pictogrammes très élaborés,
mais des pictogrammes qui sont simples et suffisamment explicites pour que notre cerveau fasse les connexions par rapport à son référentiel. Donc ça, c'est l'importance des visuels. Troisième point, je me suis toujours demandé pourquoi on avait un code secret de carte bleue à 4 chiffres et pourquoi d'autres sociétés qui mettent en place des box dans nos maisons ont des codes secrets Wi-Fi qui mélangent un certain nombre de chiffres et de lettres. Je suppose qu'on a peut-être 4 chiffres parce que c'est la taille de notre enfant amnésique. Et je vous invite sur les écrans à limiter les informations à 4, 5 maximum informations pour faciliter la rétention au niveau de vos apprenants. Et le dernier point, écrire pour mieux retenir. Il y a eu une étude sur 800 étudiants en fac de psycho américaine où en fait ce que l'on sait aujourd'hui, alors ça reste sur 800 personnes, idéalement pour que une étude soit la plus probante possible, il faudrait que ce soit à peu près sur des échantillons de 3000. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fait de prendre des notes de manière manuscrite, je vois qu'il y a des personnes qui le font dans le public, eh bien ça vient renforcer votre mémorisation pour la simple et bonne raison que ça vient activer la région motrice au niveau de votre cerveau. Plus vous allez activer des régions dans votre cerveau et plus vous allez faire activer des régions dans le cerveau au niveau de vos apprenants, plus ça va venir renforcer les messages et la mémorisation pour eux. Donc on intègre des exercices d'écriture, même dans des cours e-learning. Il y a des moments où on leur demande de prendre une feuille de papier et un crayon et de commencer à noter des choses sur des contenus qu'ils ont déjà vus, qu'on va se servir seulement au niveau d'un point de vue de l'ancrage des connaissances, par exemple, ou pour préparer des éléments par rapport à un parcours de formation mixte ou blended qu'on pourrait avoir pour la suite. Voilà, c'était pour vous donner ça c'était un cas pratique pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on intègre ça dans des contenus. Il y a plein de techniques qui sont utilisées. On en utilise, nous, dans la société. Aujourd'hui, on en utilise une vingtaine et on travaille sur de nouvelles techniques par rapport aux récentes évolutions qu'on a eues. Donc c'est un monde passionnant. Et je voulais conclure avec quelques mots sur la formation de demain. Nos convictions chez Exos, en tout cas mes convictions, c'est que la formation de demain, elle est plus centrée sur le formateur. Ce temps-là, et pour moi, il est fini. Elle doit être centrée sur l'apprenant. Et je vous invite à tout faire pour que ce soit centré sur l'apprenant et qu'on ne soit plus dans des schémas de formateurs stars qui étaient intéressants, mais qui, aujourd'hui, la star pour moi dans la formation, ça doit être l'apprenant. La formation d'aujourd'hui, elle est encore trop linéaire dans celle que je peux analyser dans des parcours. Jour 1, sujet A, sujet B, sujet C, jour 2, sujet D, sujet E, sujet F. Là où par rapport à notre cerveau, on sait que la formation, elle doit être systémique. On doit travailler sur des techniques d'entrelacement pour amener à faire des connexions et à refaire des connexions au niveau du cerveau pour la mémoire de l'apprenant. Donc c'est un conseil que je vous donne. Le troisième, c'est d'intégrer un maximum d'éléments par rapport aux sciences cognitives. Si vous êtes dans cette salle, c'est que déjà vous avez une certaine appétence. Donc vous êtes sur la bonne voie, en tout cas je vous le souhaite. Et le dernier point, c'est on était un peu trop des fois dans la transmission d'une information, à confondre information versus formation. Là où demain on doit amener les apprenants à construire leurs connaissances, en tout cas c'est tout ce que je souhaite au niveau de nos apprenants adultes, mais même enfants. Je vous ai mis un slide de résumé s'il y en a qui veulent prendre des photos, parce que je vois qu'il y a des adeptes des iPhones et autres devices. Voilà, il reste 1 minute, 2 secondes. Vous l'avez compris, moi je suis passionné par les pouvoirs du cerveau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. J'ai le temps pour une question. Levez la main et je viens vous voir. 44 secondes. Pas de questions. Une question. Patrick, personne de la salle, donc je laisse le prénom. Merci. Donc les quatre items, on retrouve ça en musique, déjà au XIe siècle. Donc j'ai été percuté par cette information, puisqu'en fait j'étais resté sur les 7 à l'époque. Ah, 2000 heures, oui. Voilà, le plus 1, moins 1. Vous pouvez développer ce point Quand vous dites développer ce point, c'est-à-dire que c'est une affirmation, il faut 4 informations. Disons que je ne vais pas l'affirmer, je ne me permettrai pas ça parce que les études, en 70, on a affirmé que c'était 7, en 2004, on a affirmé que c'était 4. Bon, a priori, ça tend à se réduire, j'ai l'impression. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut limiter les informations qui sont présentes à un écran.
Sinon, ça déborde et ce ne sera pas percutant pour la mémoire de l'apprenant. J'ai un bip bip qui me fait signe. Il y a la suite, très complémentaire avec ce que je viens de dire. Je vous invite à bien rester attentif et à rester en mouvement pour maximiser au maximum ces expériences. Je vous souhaite une belle fin de journée et un beau salon pour la suite.